Bonjour à vous tous et bienvenue à ce troisième webinaire organisé par le Créécole et Altios, dédié au rebond des entreprises à l'international. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 4 experts de la filière vitivinicole, 2 entreprises témoins que sont Vignoble Brumont et Le Petit Béret, mais également Philippe Chapuis, directeur du pôle agroalimentaire du groupe Créécole, et Bertrand Girard, directeur associé au sein d'Altios sur l'Amérique du Nord et avec une très forte expertise dans le domaine de l'agroalimentaire. Pour démarrer ce webinaire, je vais laisser la parole tout de suite, sans plus tarder, à Catherine Hédou, responsable du pôle accompagnement international du groupe Créécole. Merci Patrick et puis bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire. Vous le savez, hein, l'année 2020 n'a pas été facile pour tous les acteurs de la filière vinicole française, avec la crise sanitaire bien sûr, avec sur la partie internationale le Brexit ou encore la taxe américaine sur les ventes à l'export. Donc tout ceci a conduit naturellement à un recul des exportations. Ceci dit, on a pu le constater, l'international a également constitué un amortisseur à la crise et je remercie les intervenants de ce jour là qui vont en témoigner, donc Laurence Brumont et Fatih Beni, parce que effectivement l'international peut être un très bon levier bien sûr de développement, mais comme je le disais également d'amortisseur. Donc nous, en tant que Crédit Agricole, Patrick, si tu veux bien passer la première slide, et ça, vous le savez certainement, nous sommes un acteur majeur de la filière. Je ne sais pas, Patrick, si tu peux passer la première slide. Donc, en tant que premier financeur de la filière, mais aussi, vous le savez là sans doute aussi, en tant qu'investisseur minoritaire à vos côtés, ou encore, ça vous ne le savez peut-être pas forcément, Patrick, excuse-moi, je vais rester sur la première slide, ou encore en tant que propriétaires exploitants nous-mêmes. Donc nous sommes nous-mêmes confrontés aussi au sujet d'internationalisation. Voilà. Donc vous avez des équipes d'experts dans toutes les provinces, les régions viticoles, donc des experts sur le domaine de vini. Et vous avez également des publications qui sont mises à votre disposition. Je ne vais pas m'attarder dessus. Philippe, éventuellement, y reviendra un peu plus tard s'il a le temps. Donc, une très bonne connaissance de la filière et nous avons aussi la capacité à vous accompagner. Donc, je veux bien que tu passes à la slide suivante, Philippe. À vous accompagner à l'international avec un réseau important, donc une présence dans 48 pays et des expertises qui sont reconnues mondialement. Donc, je ne vais pas tout passer en revue, mais vous voyez aussi bien en export, en trade, sur la partie salle des marchés, sur la partie fusion-acquisition, cette capacité aussi à vous accompagner à l'international. Nos partenariats, bien sûr, donc on est en lien très étroit avec tout l'écosystème et donc plus particulièrement notre partenaire Altios qui fait ce webinaire avec nous aujourd'hui. Vous avez la chance d'avoir tout près de vous des experts de l'international en région, donc qui vont être là pour vous écouter et pour vous conseiller, et qui vont pouvoir s'appuyer eux-mêmes sur des experts au niveau national et sur des équipes à l'étranger, donc qu'on appelle des international desks, qui sont dédiés à l'accompagnement de notre clientèle, de la start-up jusqu'à la plus grande entreprise. Donc, je vais passer à la slide suivante, juste pour vous donner un aperçu de ces desks qui sont des relais, des points d'appui pour vous et pour nos collègues en région. Si tu veux bien, Philippe.
Pardon Patrick, excuse-moi. Donc vous le voyez, des desks qui sont des collaborateurs du groupe Crédit Agricole qui sont implantés dans de nombreuses géographies et sont en capacité donc d'assembler pour vous des solutions pour apporter une réponse vraiment sur mesure. Donc ils sont là, comme je le disais, pour vous écouter, pour vous conseiller, pour vous aider à ouvrir des comptes lorsque c'est nécessaire, pour vous aider aussi dans la partie implantation, et ils font également le lien localement, donc dans les différents pays dans lesquels ils sont implantés, avec tout l'écosystème français présent sur place et nos amis d'Altios qui ont aussi des desks dans ces différents pays. Voilà, donc l'international, je le disais, ça peut être un amortisseur de crise, c'est très certainement un levier important de développement, et d'ailleurs les pouvoirs publics ont mis à disposition un certain nombre de mesures de relance à l'export. Bon, vous connaissez sans doute l'assurance prospection, il y a des chèques spécifiques pour aider à l'export actuellement. Bon, il y a tout un tas de mesures, de garanties qui sont mises en place pour vous aider. Il faut le savoir, donc c'est important d'être bien accompagné parce qu'il y a des risques, bien sûr, dans l'internationalisation. Bon, il peut y avoir les risques de change, il y a les risques de contrepartie. On le sait aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs à l'étranger ont pu être fragilisés, donc il faut pouvoir bien sûr exporter, mais aussi se faire payer, ça c'est important. Donc utiliser les bons moyens de paiement, utiliser les bons moyens de se sécuriser. On peut avoir recours à la facturage international, on peut avoir tout un tas de moyens. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça prendrait trop de temps. Donc ce qui est important pour vous, nous semble-t-il, c'est que vous puissiez nous parler de vos projets à l'export très en amont, pour que nous, banquiers, en partenariat avec Altios, nous puissions vous conseiller très vite, donc à la fois sur les aspects très opérationnels, donc Altios y reviendra, mais aussi sur tous ces aspects financiers, pour être certain que cette expérience d'internationalisation soit la plus profitable possible pour vous. Voilà, donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Philippe pour qu'il puisse vous faire un panorama de la situation à date. Je vous souhaite un bon moment. Merci beaucoup Catherine pour ton intervention. Avant de laisser la parole à Philippe qui vous présentera un peu les enjeux de la filière, simplement rappeler qu'en effet, en fait, avec le groupe Crédit Agricole, Altios intervient pour aider les entreprises dans leur développement international, et on le fait à la fois via des équipes en France basées près de chez vous et basées près de chacune des caisses régionales, mais également et surtout au travers d'un réseau international qui existe depuis plus de 25 ans aujourd'hui et qui nous permet d'intervenir sans contrainte de distance directement sur place pour mettre en place ces différents projets de développement. Et puis un point important, c'est qu'au cours de ces 25 dernières années, on a su développer une très forte expérience dans le domaine de l'agroalimentaire et tout particulièrement dans le domaine du vin. Donc n'hésitez pas, si vous avez des projets, à revenir vers nous ou revenir vers votre chargé d'affaires du Crédit Agricole. On pourra ensemble étudier vos projets et voir comment on pourra aussi vous accompagner dans les différentes régions du monde. Vous avez sur la plateforme GoToWebinar que nous utilisons une fonction de chat. Donc n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions pour pouvoir échanger, communiquer avec l'un de nos intervenants. Ça sera avec plaisir. Et puis pour poursuivre, je vais laisser la parole à Philippe Chapuis, directeur du pôle agroalimentaire du groupe Crédit Agricole SA. Merci beaucoup Philippe. Bien, merci et bonjour à tous. Je me réjouis de pouvoir intervenir aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire avec ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'au-delà de nos expériences respectives, la participation de deux autres qui sont des éminents intervenants à l'international nous permettra de confronter nos opinions ainsi que celles de Xavier. Alors,
Ce que je peux dire aujourd'hui concernant le marché du vin, c'est que on parle souvent de révolution dans les filières, on parle souvent de fortes évolutions. Je crois que le marché du vin français est en train d'en vivre une, qui est bien sûr des éléments conjoncturels auxquels je vais faire référence. Je parlerai également naturellement un peu du gel que nous venons de subir. Mais également, je considère qu'il y a des éléments plus structurels qui sous-tendent ce marché, avec des indices avant-coureurs qui devraient probablement nous faire réfléchir un peu plus, en tout cas amener la filière à se poser un peu plus de questions que ce qu'elle se le fait aujourd'hui, mais c'est une opinion personnelle. Alors, quand vous regardez le bilan 2020, ici, vous avez la campagne, la campagne précédente, donc la vendange de 2020, qui a été de 45 millions d'hectos, qui a été supérieure à celle de 2019 de 9%, mais qui 2019 était une toute petite vendange qui faisait suite déjà à une vendange 2017 qui était basse. On va dire qu'avec 45 millions d'hectos, on reste, on peut dire, dans la moyenne basse de ce qu'on constate de façon générale sur notre marché. Quand vous regardez, ce qui est important de voir, c'est quand vous regardez la structure, et j'y reviendrai tout à l'heure, de notre production, que vous avez sur le bâton de droite, vous voyez que quasiment 50% des vins que nous produisons sont des appellations d'origine protégée, donc avec une connotation, un cahier des charges, qui est un cahier des charges propre à chaque appellation. Vous avez ensuite, on en parle peu, mais vous avez tous les vins qui sont produits pour les eaux de vie, pour les cognacs et armagnacs notamment, mais principalement. Et ensuite, vous avez les vins IGP, l'indication géographique de protégée, que vous avez en jaune, et les autres vins, les vins sans IG, ce qu'on appelait autrefois les vins de table, vous le voyez, qui constituent aujourd'hui une production tout à fait marginale. Cette structure est une structure qui nous est propre. Il y a un seul pays qui nous ressemble de ce point de vue-là, c'est l'Italie, qui a une structure qui est assez semblable à la nôtre. Ce qui fait que ça amène un certain nombre de questions. Donc, il faut vendre des IGP à l'export, ce qui n'est pas toujours ce qu'il y a de plus facile. Et surtout, c'est quand même très structurant pour le vignoble de notre pays. Et si toutefois un jour on voulait sortir de cette structure, ça ne pourrait pas se faire aussi facilement que cela. Alors, 2020, vous le savez, a été marqué par les confinements successifs, avec l'arrêt programmé de la croissance des exportations, avec naturellement la fermeture des circuits de distribution, le ralentissement en conséquence des flux commerciaux, et puis bien sûr l'annulation de tous les événements, la fin du tourisme et la fermeture du RHF. Donc ça fait beaucoup d'événements pour une structure qui est totalement ouverte vers l'étranger, puisque 50% de notre production est exportée. Qui plus est, nous avons subi en 2020 les taxes américaines, qui frappaient les vins de moins de 14 degrés, et donc ce qui a représenté, rien que cet événement, une perte de 240 millions d'euros en 2020. Donc deux événements très puissants, trois même, j'allais dire. Le premier, le Covid, naturellement, et les exportations qui ont baissé aux États-Unis sous l'effet des taxes Trump, plus un événement dont on a beaucoup parlé, c'est la fermeture, pas la fermeture, mais on va dire un marché chinois beaucoup plus difficile à reconquérir du fait d'une baisse et d'un accord de libre-échange entre l'Australie et la Chine, qui a fait de l'Australie le premier partenaire de la Chine en 2020.
Alors, en 2020, on voit tout de suite ce que ça fait, hein. Vous avez des diagrammes en bâton sur la partie gauche. Ce sont les vins tranquilles, sur la partie droite, les effervescents. Vous voyez, et là, c'est là qu'on voit les effets très, très, très forts du Covid, hein, avec les ventes de vins tranquilles en volume et en valeur sur la période. Vous voyez qu'en début d'année, eh bien, vous avez une perte de volume et valeur, et que on a eu, pendant le confinement, une augmentation des volumes de la valeur par les ventes en grande distribution, puis l'été 2020 qui a été très bon, et la fin 2020 qui a été bonne. Autrement dit, finalement, les ventes françaises ont été, on a eu un effet, on va dire, festif, ponctuel, qui a compensé les effets Covid. Ce qui n'a pas été le cas du champagne, principalement, enfin des effervescents, principalement le champagne, puisque l'année a été mauvaise, hein, clairement, et vous avez simplement une petite reprise en fin d'année, en valeur, et l'été qui a été également correct, mais globalement, l'année a été difficile en Champagne, à tel point que, vous le savez, la production de champagne se fait, contrairement aux autres vins, on parle de kilos de raisin à l'hectare et non pas d'hectolitres à l'hectare, et la réserve qualitative a été augmentée, puisque la production de champagne, qui s'était faite en 2020 sur une base, en 2019, pardon, sur une base de 11 000 kg de raisin à l'hectare, ne se fera en 2020 que sur une base de 8 000 kg à l'hectare. Voilà. Donc, ceci pour réguler la production et pour écouler des stocks. Slide suivant, mon cher Patrick. Bien, sur le slide suivant, ce sont les ventes à l'étranger, hein, confère ce que je viens d'indiquer. Au global, nous avons eu une baisse en volume de 5,8% des vins et des spiritueux, hein, et quand même une évolution très difficile de presque moins 14% en valeur. Les spiritueux résonnent sur les spiritueux uniquement. Les spiritueux, vous le voyez, hein, sur ce tableau, c'est principalement constitué du cognac, hein, qui fait l'essentiel des volumes et de la valeur, pas des volumes. Une baisse de 8,4% des spiritueux et de 19,4% en valeur. Ce qui n'était jamais arrivé depuis 15 ans. 2021 sera bien meilleur, mais l'année 2020, ça a été vraiment une très très mauvaise année. Vous le voyez pour le cognac, avec une baisse de 11,6% des volumes et de 21,4% de la valeur. Quand on raisonne dans les vins, vous le voyez, hein, le plus gros impact, je l'évoquais pour le marché domestique, là vous l'avez pour les exportations, c'est le champagne. Hein, moins de 17% sur le champagne et moins 20% en valeur. Le champagne va souffrir dans les années qui viennent de deux effets majeurs. D'abord le Brexit, hein, puisque la Grande-Bretagne était le premier marché, le premier débouché à l'export du champagne. Et puis très probablement, on en a reparlé récemment encore, de la concurrence des nouveaux effervescents, que sont principalement le Prosecco et dans une moindre mesure le Cava. Le Cava, c'est espagnol. Donc les vins tranquilles, vous le voyez, finalement, ça n'a pas été très mauvais, hein. Moins 1,6 les AOC, pardon, moins 1,6 en volume, moins 8% en valeur. Et vous voyez que ce qui finalement a tiré son épingle du jeu, c'est les vins sans IG avec mention de cépage toutefois, qui ont eu une augmentation en valeur de 3%. En termes d'exportation, cela étant, en valeur, c'est 214 millions, c'est quand même pas une grosse production. Qu'est-ce qu'on attend de la vendange de 2020 avant gel, qui est le graphique, le slide suivant? Eh bien, les vendanges de 2020, comme je l'indiquais, sera autour de 45 millions d'hectolitres. Vous avez sur la régionalisation,
vous avez la partie volume et une comparaison des volumes sur l'année précédente et sur la partie droite, sur la moyenne sur 5 ans. Vous voyez, Champagne, ce que je vous disais, hein, on fait moins 16% par rapport à l'année à 2019 et moins de 20% par rapport à la moyenne quinquennale. Et sous l'effet de ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire une moindre production volontaire. Ensuite, sinon, ça a été une année qui a été une année correcte. Il y a eu un peu de gel en Bourgogne, donc avec une baisse de 5%, un petit peu dans le sud-est aussi, et à Bordeaux. Alors, Bordeaux, si vous voulez, finalement, la campagne s'est soldée par une baisse de la production, mais Bordeaux est dans une situation difficile puisque le marché chinois, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, s'était fermé, et à tel point que Bordeaux, à un moment donné, à réfléchir à déclasser en vin sans indication géographique une bonne partie de sa production. 20% de sa production était envisagée. Finalement, ça ne s'était pas fait. Et avec les mesures de soutien au Covid qui avaient été à la filière, puis au Covid qui avait été engagée par les pouvoirs publics, ça s'est traduit par une forte distillation de vin de Bordeaux. Sur la slide suivante, ne fait que confirmer ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, hein, avec notamment une forte baisse, puisque notre premier marché d'exportation, c'est les États-Unis. Les États-Unis, donc, c'était 3 milliards en 2020, ce qui représente 25%, vous le voyez, du total de nos exportations, et 18% de baisse sur la période. Ensuite, le Royaume-Uni, je vous en ai parlé. L'Allemagne, c'est le troisième marché en volume pour la France, en valeur et en volume pour la France, mais c'est un marché de petit prix. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en 2020, en 2021 et en premiers éléments de conclusion? D'abord, c'est que la taxe américaine a été, dans un premier temps, étendue à tous les vins, ce qui nous a foutu clairement la trouille, comme on dit. Et puis, elle a été levée. Des discussions ne sont pas terminées, mais j'ai eu la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux en fin de semaine dernière qui m'indiquait avoir bon espoir d'arriver à un accord définitif avec l'administration Biden. Cela étant, le secteur reste en difficulté, avec des difficultés structurelles, hein, c'est-à-dire avec des vins qui sont produits, qui sont concurrencés par ce qu'on appelait autrefois les pays du Nouveau Monde, principalement Chili et Australie, qui sont à des coûts bas. Il y a un phénomène qui est tout à fait important, hein, ce sont les événements climatiques. Là, ça dépasse la viticulture, mais auparavant, nous avions des événements climatiques ponctuels. Cette année, on en a maintenant de plus en plus souvent. Le gel que nous venons de subir, qui est un gel assez historique, hein. On ne sait pas si ça va dépasser le gel de 2017 encore, mais ça en prend le chemin, puisque tous les cépages précoces ont été touchés. Ce qu'on n'arrive pas à mesurer encore, c'est dans quelle mesure les cépages plus tardifs vont pouvoir redémarrer. Ça, c'est encore tôt pour le savoir. Donc, l'effet du gel dont beaucoup ont dit que c'était vraiment le gel historique, il faut attendre encore quelques semaines pour en avoir la réalité. En tout cas, ça le sera pour ce qui concerne les cépages précoces. Cela étant, 2021, il y a des éléments de reprise. D'abord, la levée des sanctions américaines, je viens d'en parler, c'est absolument fondamental. Deuxièmement, les Australiens sont fâchés, enfin, les Chinois plutôt se sont fâchés contre les Australiens et donc ont doublé les taxes à l'importation en Chine, ce qui fait que la France est devenue à nouveau le premier fournisseur de la Chine, ce qui est une excellente nouvelle. Et donc, les effets conjoncturels, malheureusement, on va subir le gel, mais on va dire que les effets conjoncturels liés au marché, excepté les impacts du Brexit qu'on ne connaît pas encore et qu'on ne mesure pas encore très bien, normalement devraient s'estomper. Et que donc, les effets conjoncturels que je viens d'évoquer
pourrait s'estomper dans les années qui viennent, dans les semaines qui viennent et plus durablement. En revanche, structurellement, on a une baisse très forte de la consommation de vin de Bordeaux. Qui plus est, notre production nationale s'appuie principalement sur de l'AOP. Est-ce une bonne chose? Est-ce que l'AOP est un produit du futur? On peut véritablement se poser la question, d'autant que tous les négociants nous disent que notre offre si large, puisqu'on a plus de 450 AOP dans notre pays, est globalement relativement difficile à vendre à l'exportation. Enfin, nous n'avons pas encore dans ce pays de grands leaders, contrairement à d'autres pays, qui tireraient le marché, donneraient le sens au marché. Et donc, on a une offre qui est encore très fragmentée, qui est même duale entre les grandes régions et maisons de vin qui, à quelque part, constituent un produit de luxe, et une offre qui est une offre finalement est peu différenciée par rapport à ce qui se fait à l'international. Et donc, sur l'essentiel de nos grandes productions, il faudra probablement dans les années qui viennent se poser la question de leur structure. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de votre production, de votre écoute, et je participerai volontiers à la discussion. Merci beaucoup Philippe. Avant de te laisser partir et de nous retrouver juste après, on avait une question de la part d'une entreprise qui s'interrogeait sur pourquoi les chiffres de l'Armagnac sont positifs. On a vu que le champagne était très touché, impacté, le cognac également. Qu'est-ce qu'il en est de l'Armagnac? Pour une raison qui est simple, hein, c'est que l'Armagnac est une production très strictement franco-française et qu'il n'y a quasiment pas d'exportation d'Armagnac et que donc eux ont bénéficié de l'effet festif qui s'est passé ponctuellement pendant l'année. Quand vous regardez les chiffres de l'Armagnac, à l'exportation, c'est 25 millions, le cognac, c'est 2,7 milliards. Et donc, en fait, c'est tout à fait marginal. Merci beaucoup. On va te retrouver dans une troisième partie. Je vais laisser maintenant la parole à Bertrand Girard, qui va vous présenter en fait les parcours de développement international que nous venons de mettre en place pour renforcer en fait cette expertise dans le domaine du vin. Merci beaucoup Bertrand. Merci Patrick. Je vais rebondir sur ce qui a été dit et énoncé par Philippe. Évidemment, il y a tout ce qui a été dit auparavant démontre qu'il y a des enjeux massifs, à la fois avec une conjoncture complexe et inattendue, mais en tout cas qu'on subit, mais aussi structurelle. Donc, on peut peut-être passer le slide suivant pour passer en revue quelques éléments de réflexion. Au sein du groupe Altios, nous, ce qui nous interroge beaucoup, c'est de voir tous ces enjeux à gérer avec à la fois l'internationalisation versus la proximité, le commerce circulaire, le multilocal, le global. Enfin, tout le monde s'interroge, se gratte un peu la tête sur toutes ces dimensions. Alors que ça a été dit au départ par Catherine, l'international, ça reste une voie extrêmement intéressante pour développer ses affaires. Et puis, il y a tous les changements climatiques qui impactent fortement à la fois sur les productions agricoles et viticoles. Il y a la RSE en général qui est un sujet qui influence fortement l'organisation des entreprises, la manière de gérer les entreprises. Et puis, il y a des disruptions, j'allais dire totales, fortes en tout cas, de distribution sur le territoire français, en Europe et à l'international. Et côté consommateur, il y a une digitalisation du commerce et de la communication qui fait qu'il y a un rapport à la fois à la manière de gérer sa distribution, mais aussi de communiquer avec le consommateur, quelles que soient les générations finalement, que ce soit les boomers, comme on dit, ou les générations X, Y, Z, on se rend bien compte qu'il y a un nouveau lien, souvent digitalisé ou socio-digitalisé qui s'instaure entre le consommateur et une bouteille de vin ou une bouteille de spiritueux. Et ça, c'est un fait très, très marquant en termes de marketing. Et puis, il y a les éternelles questions sur les stratégies de prix versus les stratégies de marque à l'international qui posent beaucoup, beaucoup de questions aujourd'hui. Et plus globalement, ce qu'on appelle la route to market, c'est en gros comment on va à l'international. Donc, tous ces sujets-là
finalement, ça a été révélé très fortement comme des grandes questions et des enjeux massifs et importants, et encore plus importants au regard de ce que vient de dire Philippe sur la production, sur les taxes et sur tous les enjeux qu'il peut y avoir. Et donc, au sein du groupe Altios, nous, on a une réflexion extrêmement qu'on veut extrêmement fine et qui s'adresse à tous les acteurs, qu'on soit vignerons, domaines, châteaux, coopératives, négociants, embouteilleurs, logisticiens, exportateurs, plutôt acteurs domestiques ou exportateurs, qu'on soit orienté commerce ou qu'on soit vraiment un marketeur, qu'on soit un importateur, enfin, quelle que soit la taille de l'entreprise et la fonction et la vocation des entreprises, on se rend compte qu'il y a une analyse qui est très très importante à mener, quelle que soit la taille de l'entreprise, justement, c'est de bien comprendre la chaîne de la valeur dans laquelle s'inscrit chacun de nos clients ou chacune des entreprises qui s'intéressent à ce milieu passionnant du vin et des spiritueux. Mais on se rend bien compte que tout bouge, que ce soit dans la viticulture avec la modernité de la viticulture aujourd'hui, l'agriculture de précision, et je ne vais pas aller dans le détail parce qu'on n'a pas trop le temps, mais que ce soit au niveau de la transformation, comment on fait les vins, comment on gère les chais, comment on fait le conditionnement, quels sont les nouveaux contenants, les nouveaux contenus, quelles sont les normes, les certifications. Quand on regarde la distribution, c'est pareil, je l'ai dit il y a 2 minutes, il y a une disruption assez forte, voire parfois très très forte, de la manière de livrer les bouteilles ou les caisses de vin, que ce soit au niveau marketing, la manière de se connecter aux consommateurs, comment on fait la promotion, que ce soit des AOP, des marques, autre chose, comment on parle aux consommateurs, et bien entendu la consommation qui finalement le juge de paix, c'est le consommateur, c'est lui qui dicte son choix par ses achats et toutes les tendances qu'il y a autour de ça, le bio, le vegan, le bien-être, le sans-alcool ou le moins d'alcool, l'origine. Il y a beaucoup de sujets qui sont en train de se passer et quand on cumule tout ça, on peut peut-être passer à la slide suivante. On se rend compte, et je crois que Philippe l'a dit, qu'il y a vraiment des questions de fond à se poser sur les modèles d'entreprise, quelle que soit leur taille, pour aborder à la fois sereinement le marché national dans lequel nous sommes, mais encore plus sur le marché international. Et toute cette chaîne de la valeur, c'est l'essence même qu'il faut comprendre parce que quelle que soit la taille de l'entreprise, on est sous influence d'une chaîne de la valeur qu'on maîtrise plus ou moins. Parfois, on maîtrise beaucoup d'éléments, d'autres fois, on n'en maîtrise que peu. Parce qu'on est vigneron et qu'on n'a pas accès au marché, on maîtrise que sa vigne et sa relation à son négoce, par exemple. Quand on est un négociant qui va un peu sur le marché, qui va beaucoup sur le marché, là, on peut dépendre peut-être de la production, etc., etc. Donc, il y a toujours des interactions extrêmement fortes qu'il faut bien comprendre et comment interagir sur tout ça et surtout comment on va chercher le consommateur. Parce que ce qui bouge probablement le plus, et c'est peut-être là où il y a le signal faible ou les signaux faibles les plus difficiles à décrypter, c'est finalement au regard de toute cette chaîne de la valeur, c'est comment réagit le consommateur chinois, comment le consommateur à Dallas achète son vin, comment à Paris on achète son vin, comment dans le 10e arrondissement on achète son vin, comment on l'achète alors on a été pendant quelques mois sans restauration. Et tout ça, ça influe, et ça fait bouger beaucoup les lignes de la conso. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre, notamment quand on fait l'international. Parce que souvent, on décode des tendances alors que ça fait déjà 5, 4, 5, 6 ans qu'on les perçoit monter en puissance. Et je crois qu'on a 2 témoins tout à l'heure qui vont nous partager leur expérience sur ce sujet. On peut peut-être passer au slide suivant, s'il te plaît, Patrick. Parce que dans ce contexte, au niveau du groupe Altios, on a réfléchi à justement adapter des parcours à l'international qui répondent très clairement à la taille et aux ambitions et au degré de maturité par rapport à l'international. Donc on a fait 3 parcours, un qui s'appelle Impulsion, qui est plutôt destiné aux entreprises, j'allais dire, qui démarrent ou font relativement peu ou ont peu d'expérience prouvée et éprouvée sur l'international, où l'enjeu, c'est vraiment de monter un projet international et l'objectif, c'est vraiment de comprendre les processus, se positionner sur un marché donné et de le faire de manière assez sécurisée. Et ça, c'est des modalités qu'on fait avec, je dirais, moins de 10 000 euros et avec aussi, Catherine l'a dit en préambule, beaucoup d'aides en ce moment qui peuvent vraiment mettre le pied à l'étrier pour démarrer une approche internationale de manière
saine, sécurisée et viable et durable. Ensuite, on a le sujet, le parcours accélération. Là, c'est pour des entreprises, qu'on soit vignerons, négociants ou peu importe, hein, ou coopératives. C'est pour des sociétés qui ont déjà fait des premiers pas à l'international, mais qui souhaitent vraiment accélérer. Et accélérer, c'est intéressant parce que quand on fait plus de 20%, c'est intéressant d'arriver à 30, 40, 50. C'est aussi une manière de gérer les risques. Je crois que Catherine l'a dit en introduction. Et donc, pour accélérer ça, c'est aussi une démarche qui n'est pas tout à fait celle de l'impulsion. L'accélération, il faut vraiment travailler à la performance, bien mesurer quels sont les éléments clés d'une stratégie internationale au niveau RH, au niveau distribution, compréhension de la distribution au niveau marketing, etc. etc. Et ça, c'est un vrai, ce parcours accélération, il est vraiment destiné à des entreprises qui veulent vraiment passer de 20 ou 30 à 40, 50. Donc, vraiment avoir un mix de domestique international qui est beaucoup plus équilibré. Et ça, c'est des missions, là on a indiqué un budget de 16 à 17 000 euros, qui s'inscrivent dans le temps, c'est 3-4 mois de travaux ensemble, et puis après c'est 1 ou 2 ans de travail derrière pour vraiment installer et développer ces marchés dans la durée. Et après, on a un troisième parcours qu'on a baptisé globalisation, où en fait là, c'est des entreprises, encore une fois, elles peuvent être petites, grandes, moyennes, vignerons, négoces, coopératives, peu importe, mais elles ont déjà fait l'international depuis des années, voire parfois des décennies, mais elles veulent maximiser leur présence sur des régions clés, sur des marques, sur des positionnements, où parfois, et l'exemple de la Chine, c'est un bon exemple, on va en Chine depuis 10 ans, on fait 10, 20, 30 conteneurs, on a 2 ou 3 partenaires, puis on se rend compte que finalement, avec la concurrence des dernières années australiennes qui a été très forte, on se rend compte qu'on a perdu un peu pied, qu'il faut revoir le plan chinois, et c'est pareil en Chine, aux États-Unis par exemple, il faut revoir la carte US, parce que la carte US, c'est 50 États, il y a 32 États aux États-Unis qui suivent la règle des 3 tiers, il y a 18 États qui ne la suivent pas totalement, etc., etc. Et donc, il faut déconner un puzzle très, très complexe aux États-Unis. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà globales, mais qui sont assez déficientes dans leur performance, par exemple, sur les États-Unis, c'est ce que je viens de dire, ou même en Angleterre. La nouvelle donne de l'Angleterre, ça va obliger à revoir un petit peu la copie. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à reprendre des positions ou à développer des marques. Et là, on a une proposition extrêmement qu'on appelle globalisation et qui est vraiment faite sur mesure, vraiment pour coller aux besoins exprimés par l'entreprise. Donc ça, c'est les 3 parcours que nous avons fait. Et Patrick, on peut peut-être passer au dernier slide, qui, je crois, résume un petit peu ça. Et ces 3 parcours-là, ils sont tous liés au développement international. Et ils ont tous un aspect opérationnel parce qu'on connaît les importateurs, on connaît des distributeurs, on est sur le marché. Patrick l'a dit en introduction, on est dans 25 pays avec des bureaux et on est très largement en proximité avec le Crédit Agricole dans beaucoup de pays. Donc, on connaît parfaitement bien ces marchés et c'est pour ça qu'on a une foi forte dans cette capacité avec ces 3 parcours à amener du développement concret aux entreprises et qui est vraiment dédié aux entreprises de vin et spiritueux. Et je l'ai dit à l'instant, avec la combinaison et l'appui, je dirais, du Crédit Agricole, on a à la fois, on a 2 relais là qui sont extrêmement complémentaires pour entrer dans des stratégies gagnantes, des stratégies de développement, s'implanter, voire investir, parce que dans les phases d'internationalisation, on se rend compte qu'il y a l'export, il y a le développement, il y a de l'implantation plus concrète, et puis il peut y avoir de la croissance externe ou de l'installation sur les marchés, notamment pour les entreprises les plus globales. Donc, c'est cet effort-là qu'on est en train de mener, qu'on est en train de travailler et pour lequel, Patrick l'a dit aussi, on a mené de nombreuses missions. On peut peut-être passer au slide suivant. La technologie, ça c'était toutes les références, mais on pourra reparler. En tout cas, on pourrait peut-être passer Désolé Bertrand, les ennuis de la technologie ou plutôt les progrès de la technologie à qui voudra, mais merci encore pour cette présentation. On a décidé aujourd'hui avec le Crédit Agricole, avec Philippe Chapuis, avec Catherine Hédou et puis avec Bertrand Girard aussi de pouvoir y associer 2 entreprises et de pouvoir réunir ces entreprises avec nos experts sous forme de discussion.
Donc, on va rentrer dans un panel de discussion, un débat que va animer en fait Bertrand. Bertrand, je te laisse démarrer en fait ce panel de discussion. Merci beaucoup. Oui, merci Patrick. Je vais l'animer, mais je vais surtout laisser la parole à la fois à Laurence Brumont et à Fatih Benny. Si je peux me permettre, peut-être Laurence et Fatih, peut-être Laurence deux mots sur deux mots, ça va être mais deux mots sur ce que sont les vignobles Brumont pour commencer, et puis Fatih ensuite, et après on a 3-4 questions qui nous tiennent à cœur et on est surtout très impatient de voir ce que vous pensez de ces questions et quelles seront vos réponses. Peut-être Laurence, quelques mots sur les vignobles Brumont, c'est important qu'on sache. Bonjour à tous, Laurence Brumont, donc je suis directrice générale Château-Montus et Château-Bouscassé, un vignoble du Piémont pyrénéen. Nous sommes sur l'appellation Madiran et notre cépage fer de lance, c'est le Tanat. Aujourd'hui, nous sommes une entreprise d'une 50aine de personnes et notre activité est surtout à l'international, 60% international, 40% France. Et donc, je me présente et je continue mon intervention. Bernard? Non, Bertrand, mais c'est bien déjà, pas de souci. Peut-être Fatih, un petit mot et après, on aura une question pour lancer les débats. Merci. Donc, bonjour à tous, merci pour l'invitation, je suis ravi d'être parmi vous. Je suis Fatih Benny, le fondateur du Petit Béret. Donc, nous, on est spécialisé non pas en vin, mais en sans alcool. Et on est une toute petite entreprise qui a deux particularités. La première, c'est qu'on a à peine 3 ans. Et la deuxième, c'est qu'il y a 3 ans, on n'avait pas une bouteille, encore moins à l'international. Donc, on a eu, pour le coup, avec très peu de moyens, la possibilité de développer des marchés internationaux. Donc, aujourd'hui, l'international, en 3 ans, pèse 40% de notre chiffre d'affaires. On est présent en retail en France et on est aussi présent en CHR et en digital, puisqu'on est à la base d'une digital native brand et on est né du consommateur. Donc, voilà, donc je suis ravi d'être parmi vous. Merci Fatih. Et donc, il y a une question qui nous démange là tout de suite, c'est la crise sanitaire mondiale et celle qu'on a vécue depuis plus d'1 an maintenant. Comment est-ce que ça a impacté finalement votre modèle? Laurence, je vous laisse la parole. Ah, c'est pour moi, d'accord, ok. Donc très bien. Donc nous, 60% de notre activité, l'année dernière… Votre modèle de croissance, sachant que vous êtes deux super exemples, parce que vous n'êtes pas des entreprises qui font 1 milliard ou des unes qui… Allez-y, je vous en prie, Laurence. Comment ça a impacté, je dirais, la crise? Comment ça a impacté votre modèle de croissance? Le modèle de croissance. Donc, comme je disais, nous sommes à l'international majoritairement. Cette crise, elle était sanitaire, mais pas uniquement sanitaire, puisque comme on en a parlé, il y a eu aussi des crises gouvernementales avec les États-Unis et le Brexit. Donc, il a fallu absorber en début 2020 trois phénomènes majeurs. Donc, finalement, en 2020, on a eu un impact assez contrasté sur nos principaux marchés à l'international, puisque dans le top 5 de nos principaux marchés, c'est finalement le Canada, c'est la Suède qui ont eu la meilleure croissance, qui nous ont permis d'absorber en fait un début de période Covid complexe, puisque c'est la France qui a subi un arrêt brutal, et même si c'est 40% de notre chiffre, on était quand même plutôt inquiets. Mais l'international a finalement montré qu'il y avait de belles réactions de la part de nos importateurs, de nos distributeurs fidèles depuis d'ailleurs de nombreuses années, qui nous ont permis d'amoindrir l'impact et le modèle que cela nous a amené à peut-être renforcer, parce que nous avons quand même au sein de notre entreprise des valeurs de dépassement de soi, de capacité à se réinventer, et je dirais que cette période difficile nous a amené à même mettre vraiment en œuvre toutes ces capacités que nous avons les uns et les autres, à renforcer l'esprit d'équipe qui est très fort au sein des vignobles Brumont. On peut parler d'un vrai collectif, c'est-à-dire qu'il faut avoir du savoir-faire, mais le savoir-être est très important. Et il y a eu cette prise de conscience
puisque en ce début d'année, on aurait pu croire que la crise Covid allait nous faire peur et qu'on allait être dans la peur, et dans la peur, on n'avance pas, on est bloqué. Et bien là, ça a été l'inverse, puisque notre modèle fait qu'aujourd'hui, non seulement on produit du vin, on le conditionne, on le stocke et on le distribue, on était finalement maître de toute la chaîne de valeur de notre entreprise. On a maîtrisé ces différentes étapes qui ont fait que nous avions de toute façon cette habitude aussi d'anticiper, et notamment on ne pensait pas que cet impact Covid aurait pu avoir dès le départ finalement un impact sur les approvisionnements en matières premières. Heureusement, dans notre modèle d'achat, nous anticipions toujours et on a pu passer les 3 premiers mois difficiles quand on est rentré dans cette période Covid, qui nous a permis finalement de trouver des solutions et de pouvoir répondre à nos nombreux marchés internationaux qui étaient très présents. C'est-à-dire que le contrat, c'était tel que la France, ça a été stop, mais stop, quelque chose d'incroyable, alors qu'à l'international, il y a eu une dynamique assez incroyable. Et bien sûr, au début, les États-Unis nous ont bloqués. Oui? Non, je disais, en fait, c'est très intéressant de vous écouter parce que j'ai presque l'impression que l'impact sur votre modèle, il a été positif, finalement. L'impact du Covid, dans le sens où il n'a fait que mettre en avant vos forces, c'est-à-dire maîtriser la chaîne de la valeur, avoir un business équilibré entre le domestique, peut-être CHR qui était en difficulté, mais en même temps la Suède ou le monopole au Canada qui ont assuré un bon business, et puis que ça a révélé chez vous des forces humaines encore plus, qui étaient déjà là, mais encore plus révélées, si je peux dire ça, si bien qu'on peut presque en tirer une leçon positive. Oui, c'est une question positive et au sein même de nos équipes, de se dire que même face à une situation où on nous disait en guerre et en même temps que tout allait se fermer, parce que j'entends, les gens pensaient que parce qu'on était en période Covid avec ce qui se passait, que tout le monde était confiné, que les marchés internationaux étaient fermés, qu'il n'y avait plus de transport possible et de conteneurs disponibles, ce qui était faux. On a contacté de suite nos intermédiaires qui nous ont dit mais non, tout le monde travaille, tous les transports ont continué à fonctionner. Quand on a vu ça, on a en fait renforcé, on s'est rapproché encore plus de nos importateurs, distributeurs, on était plus présents. Ça a été l'ère du virtuel à outrance peut-être, mais qui a permis de garder ce contact. Ça a été assez fabuleux. On a gardé le contact avec chacune de nos équipes à l'international. On était plus présent à l'international comme on pouvait l'être quand on anime un marché sur place. Mais on a vu que l'impact a été très positif, même à distance, à travers, on a inventé des façons de communiquer, aussi bien avec notre client distributeur, intermédiaire, mais aussi le client final. On a eu des opportunités incroyables de repas, on va dire, c'était wine dinner que l'on faisait où les gens étaient chez eux et où on était ensemble. Et ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux de voir que tout est possible finalement, même dans une période incroyablement, a priori, bloquée. Comme disait Mark Twain, on ne savait pas que c'était possible, alors ils l'ont fait, c'est ça. Et Fatih, comment est-ce que vous avez pu de votre côté, comment est-ce que dans l'équipe, comment est-ce que vous avez pu, quel regard vous avez finalement sur l'impact sur le modèle de croissance, la même question par rapport à ce qu'il vient de dire Laurent. C'est une très bonne question, et en plus c'est une question qu'il faut pondérer par rapport à notre taille d'entreprise. On est tout petit, on a 3 ans, avec ce qui est… quand est arrivé le Covid, je ne vous cache pas, j'étais inquiet pour deux raisons. La première, c'est Petit Béret, c'est de l'innovation. Et que dans le vin, l'innovation est un véritable sujet. Et donc, l'acceptation de l'innovation, c'est un cursus qui est long et qui, à un moment donné, quand on est dans une situation de Covid, on a des distributeurs qui sont plutôt retranchés sur les vins 80 plutôt que d'aller chercher de l'innovation. Et le deuxième sujet, c'est que nous, on a un sujet avec un produit avec des dates de péremption. Donc, comme l'a dit Laurence, nous, on produit, on transforme, on stocke. Et donc, l'impact aujourd'hui, il est doublement pénalisant. Pour répondre au point de comment la crise sanitaire nous a impacté, elle ne nous a pas impacté en fait. Concrètement, on a plus de 80% de chiffre d'affaires, on est présent dans 27 pays dans le monde. Et moi, je voudrais juste appuyer un point dans l'analyse de M. Chapuis que j'ai pas lu, c'est qu'un des diagnostics qu'on a fait il y a à peu près 5 ans et dans lequel on a été un peu atypique et un peu ovni, c'est un élément de contexte sur la filière viticole qui est de se dire qu'il y a une déconsommation d'alcool à travers la planète et qu'il y avait des changements des modes de consommation. Et j'ai bien aimé votre slide
Bertrand, sur les générations boomers. Il y a ces générations boomers, alpha, et en fait, on se rend pas compte, mais effectivement, le Covid nous a fait prendre conscience de l'impact des mouvements de consommation et que sans alcool, finalement, était un véritable sujet, puisque nous, on a eu un produit qui était mis, on a été plutôt des consommations familiales plutôt que des consommations extérieures, et que finalement, ce qu'on a identifié, c'est que tout ce qu'on a construit en road to market, en fait, ça se concrétisait cette année. Et il y a deux chiffres qui sont importants et pour compléter les éléments de Philippe Chapuis. Le premier, c'est qu'on a été un peu les précurseurs en annonçant que le taux de pénétration du sans-alcool sur la filière vin allait très colossal. Et aujourd'hui, ça se matérialise en termes de chiffres. Le taux de pénétration du sans-alcool au niveau mondial, il est de 20%. Pour juste ponderer des chiffres, c'est la pénétration du marché des dosettes en café depuis 5 ans. Et ça, c'est important parce que quand on a construit notre approche à l'export, on l'a construit sur une road to market avec des data, on l'a quantifié, on l'a mesuré et on a une priorisation, une polarisation de notre approche stratégique par rapport à des marchés spécifiques et par rapport à cette road to market. Et donc, du coup, pour répondre au point de comment la crise sanitaire nous a impacté, c'est que quand on a construit avec vous, avec Altios, de prendre le temps d'analyser les marchés et de là où on voulait aller, finalement, on s'est rendu compte que la pénétration était là et qu'on pouvait finalement recruter des marchés. Voilà. Et le deuxième élément, c'est le digital. C'est de se dire que finalement, le digital, on parle des portes et l'accélération de l'export. Et on en est l'exemple parfait puisqu'on n'a pas 20 ans d'expérience et on est sur 20 pays en moins de 3 ans. Et justement, une question qui s'adresse à vous deux, comment vous faites le choix de vos aujourd'hui? Comment vous faites le choix de vos destinations à l'international? Qu'est-ce qui drive finalement nous concernant, nous, on n'a pas de marché historique. C'est-à-dire qu'on n'a pas un marché qui est construit, dans lequel on peut s'installer et qu'on n'avait pas de clients historiques. Voilà. Donc, nous, on est plutôt en conquête et qu'en fait, cette polarisation, elle se fait par rapport à une analyse de data, une demande consommateur et surtout une approche de pénétration. Il y a historiquement des marchés sur le marché américain, par exemple, qui était la règle des 3 tiers. Je trouve un importateur qui retrouve un distributeur et qui vend les produits sur place. De par l'étude qu'on a fait, on a fait le choix d'implanter une filiale avec Altios à New York. C'est un choix qui était risqué par rapport à notre jeunesse d'entreprise, mais c'est un choix qui est payant parce que ça nous donnait beaucoup plus de légitimité et finalement de se concentrer sur des marchés plutôt que d'être un peu tout azimut. Donc plutôt que de répondre à des opportunités mondiales par rapport à la demande, on s'est rendu compte que finalement cibler par rapport à des potentiels dans notre to-market nous permettait d'accélérer de manière plus rapide que d'être partout. Et vous, Laurence, comment vous faites aujourd'hui parce que vous avez des marchés historiques, vous avez la Suède, la Scandinavie, vous avez parlé du Canada, et comment vous réfléchissez à vos marchés cibles aujourd'hui dans le contexte? Alors aujourd'hui, nous, il est très important de renforcer, continuer donc cette présence historique. Elle est bien installée, mais elle n'est pas acquise durablement, on ne sait jamais. Donc, on est toujours en vigilance, parce que c'est bien d'avoir des clients historiques, mais ça peut être aussi un handicap parfois, parce que c'est le top 5 qui fait, c'est le 80% de notre chiffre d'affaires à l'international. Donc, aujourd'hui, on est dans une phase de diversification. Et c'est notre force aujourd'hui, c'est que nous, on est sur un produit de niche. Et à travers ce produit de niche, donc Alain Brumand, qui est le fondateur de Château Montus et Château Couscassé, a des relations historiques avec certains clients historiques et il reste très fidèle. Et je retiendrai que dans cette période de crise, les États forts et les gouvernements où on voit qu'ils ont un rôle positif dans le développement économique d'un État et de leurs entreprises et qui aiment leurs entreprises, on voit que nous, ça s'est bien passé. Là où il y a une bonne approche gouvernementale. Elle a été bonne en français, c'est ce que je veux dire, mais on a quand même, nous, des marchés qui aujourd'hui sont très forts gouvernementalement parlant et avec qui on a une bonne relation. Donc maintenant, nous, c'est de diversifier. Oui. Et aujourd'hui, comment vous allez l'un et l'autre, que ce soit vous-même ou Fatih, comment vous allez accélérer sur ces marchés sans salon, on ne peut pas trop se déplacer quand même. Et l'année va être encore un petit peu longue, si je peux dire ça comme ça. Donc 2022, 2023, comment vous allez accélérer, vous développer sur les marchés concrètement? Déjà, nous savons des partenariats. Pardon, allez, Fatih, après. On va continuer. On a développé en 2020, on va le développer. De toute façon, ça a bien marché. Donc, on continue à le mettre en œuvre sur 2021.
continuer avec tout ce qui est virtuel. Aujourd'hui, on fait des vidéos, pour parler simple, hein, on fait des vidéos, on fait des teams et des zooms, je dirais presque tous les jours, puisqu'on a quand même plus d'une quarantaine, cinquantaine de pays que l'on suit. Et aujourd'hui, on essaie de diversifier. On diversifie, on va même chercher de nouveaux clients. On a fait de nouveaux, depuis 3 mois, on a développé au moins 5-6 nouveaux marchés à l'international. Et nous, on est plutôt, c'est pas qu'on veut toucher tous azimuts, mais toute opportunité, les gens viennent vers nous, donc on répond favorablement. Et en plus, quand on voit que le background de ces gens qui s'intéressent à nous, ils sont dans nos standards de représentation en termes de qualité, d'image, de maison notoire, donc je dirais qu'on déploie une stratégie de recherche d'opportunités que l'on saisit, et en même temps, on est derrière nos marchés cibles. Voyez, ça veut dire qu'il faut aujourd'hui être en capacité d'être gros marché, mass market, produits spécifiques, nouveaux marchés, avec des nouveaux besoins et l'envie. Les gens aujourd'hui, ils ont découvert avec ce Covid qu'il fallait découvrir des choses nouvelles. Il y a des choses établies et il y a des choses nouvelles. Et je pense que on doit représenter aussi cette force, cette énergie à être en créativité permanente, en recherche d'innovation permanente et à ne pas penser qu'à nous. Nous, quand on vend notre région, on vend plus que nos vins, on vend notre région, on vend nos produits de qualité. Et aujourd'hui, on sait que ce mot qualité, produit de qualité, service de qualité, et la confiance que les consommateurs vont avoir à ces produits de qualité. Donc, il va falloir être plus transparent. Et donc là, ça, c'est une nouvelle façon d'être, hein, la transparence. Les gens ont besoin de savoir comment ça se passe, comment c'est fait, qui sont les gens qui travaillent derrière. Il y a bien sûr nous, mais il n'y a pas que nous. Il y a toutes nos équipes. Et ça, ça fait partie de ce que l'on va construire. Mais je dirais que ce qu'on va faire demain, ou dans 3 mois, dans 6 mois, je ne sais pas. Je sais ce que je vais faire demain. Voilà. OK. Et Fatih, comment tu répondras à cette question donc d'accélérer le développement, faire des choix à l'international? Aujourd'hui, comment ça va s'organiser pour le Petit Béret? La première des choses, c'est le financement. Le premier des points, c'est l'investissement. C'est-à-dire qu'on va beaucoup investir sur l'international et ça, on a un vrai sujet de financement par rapport à ce projet-là. Le deuxième élément, c'est la structuration. C'est de continuer aujourd'hui tout le préalable qu'on a pu faire à tes côtés, mais surtout aux côtés d'Altios, dans la structuration, dans la priorisation et surtout dans l'accélération. Et après, il y a l'élément digital dans notre to-market, de comment on va chez le consommateur, quelle contribution on va apporter à la croissance des distributeurs, comment on amène vraiment de la trade margin, comment on redynamise aujourd'hui une catégorie ou une filière de manière transversale. Et puis, il y a un sujet qui est important, c'est peut-être d'être en conquête sur des zones blanches où on ne vend pas aujourd'hui nos produits. Je pense aujourd'hui à un sujet qui peut être tabou, mais il y a 1,6 milliard de consommateurs qui ne boivent pas d'alcool à travers la planète. Il serait peut-être grand temps de s'y intéresser et de leur proposer des produits parce qu'il y a des pays qui pèsent 200 ou 300 millions d'habitants où on ne vend pas une bouteille de vin français. Donc peut-être qu'aujourd'hui, la filière viticole, elle a peut-être un enjeu aujourd'hui sur ces aspects-là et c'est ce qu'on va aller chercher et on va prouver qu'on a les capacités d'aller à travailler des zones blanches qui sont très fortement incrémentales parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est ces zones blanches incrémentales où on a capacité peut-être d'amener notre savoir-faire, notre patrimoine et finalement ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire des bons produits de qualité. Et si vous aviez l'un et l'autre en 3 ou 4 mots à résumer une stratégie internationale, des points clés avec 3-4 mots, ça serait quoi avant peut-être de passer la parole à d'autres personnes qui auront des questions? Je pense à Patrick, je pense à Philippe ou à des questions qu'on peut avoir sur le chat. Mais en 3-4 mots, c'est quoi les points clés que vous avez envie de partager après cette expérience avec votre vision l'un et l'autre pour le futur? Moi, je dirais le premier mot, c'est la seniorisation. Je suis désolé, c'est un peu un mot, mais qui a du sens à l'export. C'est-à-dire qu'on a de l'expérience, on a des gens qui savent faire pour qu'on s'appuie. Donc, s'appuyer sur des personnes qui ont cette expertise-là et qui connaissent les marchés, pour moi, c'est un sujet très important pour ma typologie d'entreprise qui est un néo-exportateur. Le deuxième élément, c'est d'être dans une logique de conquête et de compréhension consommateur, parce que ça, c'est un sujet qui est hyper important. Et puis, le dernier élément, c'est le data. Je pense que le data est un sujet clé dans l'avenir de l'internalisation. Et quand on maîtrisera le data, on maîtrise pas mal de choses vis-à-vis de nos distributeurs parce que finalement, on a un contre-pouvoir qui nous permet d'être autre chose qu'une négociation de prix ou une négociation finalement de timing ou d'impact de productivité. D'accord. Et vous, Laurence, je sais que c'est difficile à faire. Complémentaire avec.
avec ce qui vient d'être dit là aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est avoir un produit de qualité. Pour moi, ça me paraît très important. Bien maîtriser aujourd'hui tout ce qui est de virtualisation de la relation, parce que je pense que demain, les déplacements vont être de toute façon réglementés par les gouvernements. C'est sûr, il va falloir s'y préparer. Donc, même si ce n'est pas pour demain, c'est pour dans quelques temps. Le mot santé, la santé aujourd'hui, la santé de l'entreprise, la santé des hommes, le bon mental de nos hommes, parce que sans hommes, l'entreprise n'est rien. Et donc, il nous faudra des hommes en bonne santé. Et puis, l'argent, l'investissement, c'est bien de pouvoir se dire, je vais m'appuyer sur Altios, parce que nous avons aussi fait une superbe expérience avec Altios pour la Chine, et c'est grâce à vous si en Chine, depuis 2013, nous y sommes. C'était un marché qui a été en croissance jusqu'à ce que 2020 arrive, mais ça repart bien. Donc, merci Altios, parce que vous avez été là quand il fallait pour nous. Donc, je pense que voilà, il faut qu'il y ait des opportunités, donc un peu d'aide financière. C'est pour ça que nous, on n'hésite pas. Tout ce qui existe, hein, Agrimer, on y est. Les aides de la région, on a fait ce qu'il faut. Les aides de l'État également existent. Donc, on essaie d'utiliser au maximum toutes ces aides et on n'hésite pas aussi à se faire accompagner pour optimiser la façon dont on peut gérer ces subventions, parce que j'entends trop souvent des PME qui disent c'est trop difficile à Agrimer, c'est pas vrai, c'est faux. Il faut se faire former par des personnes qui savent faire. Une fois qu'elles vous transmettent le savoir-faire, c'est très facile, c'est de la structuration. Et on peut arriver comme ça à se donner les moyens, parce que sans argent, sans moyens, ça paraît difficile quand même. Voilà. Donc, il faut… Merci. Oui. Non, Laurence, je vous en prie, finissez. Oui. Voilà, j'ai terminé. Non. Pardon. Oui, je voulais juste intervenir parce qu'effectivement, l'argent, c'est souvent le nerf de la guerre, hein, on le dit. Donc, c'est très important. Comme ça a été rappelé, il y a beaucoup d'aides et donc, c'est toujours appréciable. Mais n'hésitez pas également à en parler à votre banquier. Hein, comme je le disais tout à l'heure, le Crédit Agricole est un acteur majeur de cette filière. Il connaît bien vos besoins et il connaît bien aussi toutes les aides qui sont disponibles, à la fois des aides d'État ou des aides régionales. Et puis, nous-mêmes, on joue notre rôle de banquier, hein, donc on est là pour vous financer, y compris d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, sur du haut de bilan. Hein. Donc n'hésitez pas à parler à votre banquier très en amont et notamment de vos projets à l'international, parce qu'il y a plein de moyens de financer ces développements. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être je pense à Patrick ou sur le chat ou Philippe, des questions d'autres. Oui, alors on a deux questions qui s'adressent à nos deux dirigeants d'entreprise. Fatih et Laurence, vous avez des modèles de développement très, très complémentaires. Le Petit Béret, plutôt dans l'innovation avec une phase de croissance accélérée. Et Laurence, Vignoble-Brumont, avec un modèle où vous gérez à la fois consolider les marchés existants tout en cherchant à développer de nouveaux relais de croissance. C'est comment justement, Laurence, vous avez pu développer des nouveaux marchés dans le contexte actuel où les déplacements sont plutôt impossibles, voire très, très limités? C'est simple, hein, en fait. Les gens, je pense que c'est toute cette image qu'Alain Dumont a construit sur Château-Montus, marque très forte, la qualité qu'il y a derrière les produits, les valeurs que l'on véhicule. Je pense qu'avant tout, c'est ça qui doit faire la différence. Je ne vous cache pas que même en France, nous avons, pendant cette période où la France était en stop, on a quand même eu des nouveaux clients français, des restaurants, des cavistes, énormément de clients qui sont venus vers nous. Donc, je pense que quand on se retrouve face à cette situation, la notion de qualité, d'histoire que peut porter un domaine, cette entreprise innovante de Fatih également, toutes ces histoires, elles valorisent des valeurs humaines. Et je pense que c'est peut-être pour ça que même pendant cette période difficile, les gens se sont recentrés sur des recherches
de repères un peu perdus. C'est vrai que nous, notre philosophie, c'est vivre en autonomie, vivre avec tout ce qui nous entoure, trouver des solutions par nous-mêmes. Et tout ça, ça doit peut-être transpirer et auprès de ces nouveaux marchés. Je ne vous cache pas que moi-même, c'est vrai qu'on était un peu étonnés, mais on a eu des nouvelles opportunités. On a eu de nouveaux marchés là qui se sont ouverts à nous, sur l'Europe de l'Est, en Asie, on a en Orient, un peu partout, là où on n'avait rien. Et parce que le monde du vin est un monde aussi petit, les gens de plus en plus, et avec les réseaux sociaux, et ce qui s'est passé pendant cette période de confinement, les gens ont redégusté des choses qu'ils avaient oubliées dans leur cave. Nous, on l'a vu, c'est impressionnant le nombre de nos clients français qui ont dégusté nos vins, redégusté nos vins, redécouverts, et ça leur a redonné envie de revenir vers nous peut-être aussi. Et ça a créé une sorte de dynamique. Alors, cette dynamique, nous, il faut qu'on l'entretienne. C'est une flamme qu'il faut alimenter et on va le faire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Complètement. Merci beaucoup, Laurence. Et puis, Fatih, je vous laisserai le mot de la fin concernant cette discussion. Mais une des questions, c'est comment, justement, vous avez défini vos marchés. Vous parlez de data, de collecte d'informations. Vous êtes sur un secteur très, très novateur. Comment on définit, quand on crée une société qui a moins de 3 ans, comment on définit une stratégie de développement? Déjà, on s'appuie sur des personnes comme Bertrand et Altios. Ça peut aider. Ça peut aider à structurer l'approche internationale et ça peut aider à travailler la partie road to market. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, Altios nous a beaucoup aidé sur ce périmètre-là, de pouvoir vraiment faire cette analyse et cette phase. Je réinsiste, Bertrand a parlé d'ailleurs d'une phase de 3-4 mois, mais, voire 4, mais même peut-être un peu plus longue des fois, qui est nécessaire parce que mettre à plat les choses, définir une stratégie, la partager, c'est quelque chose qui prend du temps, et l'analyse du data, c'est un point, en faire un diagnostic en est un autre, et puis définir un plan d'action qui est incrémental en est un autre et une autre étape. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des étapes, c'est je pense qu'il n'y a pas de secret en fait. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret, c'est qu'il faut prendre son téléphone et il faut être dans une démarche un peu de conquête. Je pense qu'en France, on a énormément de leadership et on a tendance un peu à s'auto-flageller par rapport à l'international en se disant que les autres sont meilleurs que nous, alors que pas du tout, quoi. Donc, de pouvoir à un moment donné présenter la qualité de nos produits, faire déguster, je rejoins Laurence, que l'enjeu de qualité est fondamental et c'est ce qui a fait la différence sur beaucoup de clients. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fort chez nous en France et que quand on est en concurrence finalement sur certains marchés, la qualité fait la différence. Et puis, être offensif, ne pas hésiter à proposer les plans d'action, puisque la qualité, c'est pas quelle qualité de produit, c'est de la réactivité et de développement. Et ensuite, il y a un dernier élément qui est important, c'est je pense qu'il y a le rôle du digital. Le digital ouvre des portes de communication, de prospection, de démarche, et qui finalement, avoir une bonne approche digitale 360 permet finalement aussi d'avoir ces éléments de pénétration marché rapide. Donc, la première étape, c'est de bien définir sa stratégie par une route to market, et c'est ce qui nous a beaucoup aidé. Et ensuite, de rester focus et puis de ne pas avoir honte de ce qu'on fait, au contraire, d'être offensif et de proposer ça aux clients. Et ça, je pense que il faut du temps, il faut être patient, parce qu'on n'en parle pas assez, mais c'est le fruit de 2, 3, 4 ans d'investissement et que l'export, on n'est pas sur un marché immédiat. Mais finalement, là, ça se construit et ça construit les chefs d'entreprise parce que moi, je ne connaissais pas l'export, je ne savais pas comment on abordait, on vendait une bouteille à l'export. On a eu des échecs et c'est ces échecs-là qui nous ont permis finalement de se construire. Et donc, du coup, l'expérimentation aux côtés d'Altios ou des partenaires bancaires, ça finalement permet de sauter le pas parce que face à un échec, le partenaire bancaire est essentiel et qu'il faut aujourd'hui laisser aux chefs d'entreprise et aux entreprises le temps de développer à l'export. En tout cas, c'est des messages formidables, Laurence et Fatih. C'est des très beaux messages, mais qui ne sont pas que beaux parce qu'ils sont jolis à entendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que derrière, il y a des socles de vérité, il y a des stratégies de fond et que tout vous donnez à fond. Et pour moi, c'est des messages formidables de conquête. On vous remercie beaucoup pour ça. Merci à vous. Merci à vous tous. Catherine et Philippe, je vous laisse reconnecter votre vidéo. Merci à vous tous. On a passé un peu plus d'1 heure ensemble. On a tenté à la fois via la présentation de Philippe Chapuis et de Bertrand Girard de vous donner un peu un bilan et surtout des perspectives de développement dans votre domaine d'activité. Et puis, un très grand merci à Laurence Brumont et Fatih Beni pour vos interventions.
qui témoignent en fait que tout est possible et que l'international regorge d'opportunités de développement, de croissance, à partir du moment où on fait les choses de manière pensée, structurée et par étapes. Voilà, donc c'était ce troisième webinaire organisé par le Crédit-École et Altios. On se retrouve pour d'autres webinaires à l'automne, à la rentrée, sur d'autres thématiques et vous allez découvrir tout ça dans les prochains mois. Merci, très bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir.